Allô. Un petit mot d'intro. Bonjour à tous. Mon ami, le professeur Bruno Vergès, diabétologue au CHU Dijon, et moi-même, Vincent Durlac, diabétologue et tabacologue au CHU de Reims. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous ce soir autour d'un sujet qui est d'actualité, les liens entre le tabagisme et le diabète, et qui a fait l'objet du travail de tout un groupe dont on va pouvoir vous parler, de la SFT et de la SFD, accompagné de membres de la FFD que l'on salue à cette occasion. Et on va essayer, dans l'heure qui vient, en respectant le temps, de vous faire deux interventions qui essayent de faire un tour d'horizon du sujet, mais en laissant pour chacune des interventions, la première, celle de Bruno Vergès, la mienne ensuite, un temps suffisant pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. Bruno, tu as la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais commencer avec quelques données épidémiologiques, puis des données physiopathologiques sur la relation entre le tabagisme et le diabète. Alors, en ce qui concerne les données épidémiologiques, la prévalence de l'intoxication tabagique, du tabagisme dans la population générale est importante, évaluée entre 20 et 32%, mais elle est aussi importante, voire plus importante, chez les patients diabétiques, ce qui pose vraiment un problème, comme nous allons le voir. Alors, en ce qui concerne le diabète de type 1, la prévalence est importante. Et on voit très bien qu'il s'agit des hommes ou des femmes, que chez les patients les plus jeunes, on a une prévalence qui est extrêmement élevée. Elle est plus réduite après 60 ans. En France, la prévalence du tabagisme est estimée à 39% chez les patients diabétiques de type 1, ce qui est très élevé, un peu plus chez les hommes que chez les femmes. La majorité des patients fumeurs sont des sujets âgés de moins de 45 ans. En ce qui concerne le diabète de type 2, la prévalence est un peu plus faible dans les données épidémiologiques internationales, entre 16 et 25%. Pour la France, elle est estimée à 13%, vraisemblablement liée au fait que la population diabétique de type 2 est plus âgée. Et là encore, on regarde l'intoxication tabagique chez les patients diabétiques de type 2, on en a beaucoup moins chez les sujets âgés de plus de 55 ans par rapport aux sujets les plus jeunes. Alors, il faut savoir qu'il y a des associations fortes entre le tabagisme et certains facteurs du statut socio-économique, en particulier une prévalence plus élevée associée à un niveau socio-éducatif plus bas, c'est ce qu'on observe aussi chez les non-diabétiques, associée à une consommation d'alcool plus importante, à une activité physique plus faible, à un IMC plus bas et plus de dépression dans ces patients-là. Alors maintenant, quelles sont les conséquences du tabagisme chez le patient diabétique? Tout d'abord, il existe de façon très nette une augmentation de la mortalité toute cause chez les patients diabétiques fumeurs. Une méta-analyse parue en 2013 a estimé cette augmentation de la mortalité toute cause de 48%, ce qui est très, très significatif. Si on fait un distinguo entre les patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2, l'augmentation de la mortalité globale chez les diabétiques de type 1 est de 64% et chez les diabétiques de type 2 de 39%, à chaque fois bien sûr très significatif. Il faut savoir que cette augmentation de la mortalité toute cause est tirée par deux types de pathologies. Premièrement, le cancer, avec une mortalité de cancer augmentée, et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment les deux piliers de cette augmentation de la mortalité toute cause. En ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire, le tabac est associé à une augmentation de 36% dans la population diabétique confondue, diabète de type 1 et diabète de type 2. La mortalité cardiovasculaire est augmentée de 51% dans le diabète de type 1 et de 40% dans le diabète de type 2. Donc, on voit très bien qu'il s'agit d'augmentations très significatives. En ce qui concerne les complications cardiovasculaires de façon globale,
on a pour les patients diabétiques de type 1 et de type 2 confondus, une augmentation de 54% de la maladie coronarienne associée à l'intoxication tabagique, avec 74% d'augmentation de la maladie coronarienne chez les diabétiques de type 1 fumeurs et 44% chez les diabétiques de type 2. Pour ce qui est des accidents vasculaires cérébraux, une augmentation globale de 44% dans la méta-analyse, 30% dans le diabète de type 1 et 45% dans le diabète de type 2, donc à chaque fois des augmentations très significatives. Alors, ce qui est aussi notable, c'est que les complications cardiovasculaires, la mortalité globale, est étroitement liée au degré d'intoxication tabagique. Et là, j'ai repris les données de l'étude des infirmières américaines, le Nurse Health Study. On voit très bien que si on compare les non-fumeuses versus les anciennes fumeuses et les fumeuses en fonction de l'intoxication tabagique, en séparant les femmes qui fumaient entre 1 et 14 cigarettes par jour, celles qui fumaient entre 15 et 34 et celles qui fumaient plus de 35 cigarettes par jour, on voit très bien que dans la population non diabétique, il existe une augmentation, ce qui figure en blanc, et chez les femmes diabétiques, il existe aussi cette augmentation, avec là des barres qui sont extrêmement élevées, ce qui montre bien l'accroissement de la mortalité chez les patients diabétiques de façon générale et nettement accru par le tabac. L'étude européenne finlandaise, qui, elle, s'est intéressée à 4506 patients diabétiques de type 1, retrouve ça. Vous avez, si vous prenez des diabétiques fumeurs à un paquet par jour, on est à 1,45 d'hazard ratio, et on arrive à 1,90 pour 2 paquets. C'est quasiment mathématique. En ce qui concerne les complications microvasculaires, les données d'une méta-analyse font apparaître que le risque de néphropathie est augmenté chez les fumeurs versus les non-fumeurs. Vous voyez que dans le diabète de type 1, cela occasionne une augmentation de 31% du risque de néphropathie, et dans le diabète de type 2, de 44%, et à chaque fois, cette augmentation est significative. On voit aussi dans cette étude finlandaise, qui a suivi plus de 3600 patients diabétiques de type 1 sur 12 années, que les fumeurs vont avoir un risque plus important de microalbuminurie, de macroalbuminurie et d'insuffisance rénale terminale. En ce qui concerne la rétinopathie, les données ne sont pas claires pour le diabète de type 2 où, dans la méta-analyse publiée en 2018, il ne ressort pas d'augmentation significative de la rétinopathie chez les diabétiques de type 2 fumeurs. En revanche, dans le diabète de type 1, il existe une augmentation significative de 23%. Alors, on voit bien que le tabac a des conséquences très néfastes chez les patients diabétiques en termes de mortalité et de complications. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est l'effet diabétogène du tabac. Cette notion n'est pas bien connue en médecine générale et pas bien connue non plus parmi les diabétologues. Dans cette méta-analyse de Willy publiée en 2007, il apparaît clairement qu'on a une augmentation du risque de diabète de type 2 de 44% après ajustement sur tous les facteurs confondants, à partir d'une large méta-analyse qui regroupait plus de 1,2 million de participants, donc une très forte puissance statistique. Si on reprend les données de la Nurse Health Study, on voit que le risque de diabète est proportionnel à l'intensité de l'intoxication tabagique. Vous voyez très bien que pour les fumeuses entre 1 et 14 cigarettes, on a une augmentation de 39% du risque de diabète. Chez les fumeuses entre 15 et 24 cigarettes, l'augmentation est de 68%. Et chez les grosses fumeuses dépassant 25 cigarettes par jour, on est à 98% d'augmentation du risque de diabète de type 2. Ce qui est intéressant, c'est aussi cette augmentation de diabète
qui est observé, et ça, c'est quelque chose qui ressort dans toutes les études. On note chez les fumeurs et les fumeuses une augmentation du périmètre abdominal et de la masse grasse, alors que de façon générale, le poids des fumeurs et des fumeuses est plus faible que les non-fumeurs. En revanche, il existe une augmentation de répartition des graisses de façon défavorable, avec une augmentation de la masse grasse, une augmentation du périmètre abdominal. Et cette augmentation de la graisse viscérale chez les fumeurs va être un facteur majeur d'augmentation de la résistance à l'insuline. On rappellera que dans l'obésité viscérale, il existe d'une part une augmentation des acides gras libres, une augmentation de production par le tissu adipeux viscéral de cytokines pro-inflammatoires et une réduction de l'adiponectine, qui est une adipokine favorable en termes de complications cardiovasculaires et métaboliques. Et l'augmentation des acides gras, l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires et la réduction de l'adiponectine va favoriser la résistance à l'insuline et donc, à terme, le diabète de type 2. Et ceci est tout à fait conforté par l'augmentation du risque de syndrome métabolique chez les fumeurs, dont je n'ai pas eu le temps de vous exposer les chiffres, mais qui est aussi tout à fait notable. Alors, quels sont les mécanismes physiopathologiques en cause dans cette augmentation du diabète chez les fumeurs? Déjà, comme on l'a vu, cette augmentation du tissu adipeux abdominal, du tissu adipeux viscéral, qui est liée au fait que la nicotine va augmenter la sécrétion de cortisol et qu'on va donc avoir, du fait de cette hypercortisolémie, le développement de tissu adipeux viscéral comme on a chez les patients sous corticothérapie long cours ou les patients atteints d'hypercorticisme. Deuxièmement, la nicotine a un effet anti-œstrogénique et on va avoir une rupture de la balance œstrogène-androgène qui va favoriser une répartition des graisses androïdes, donc abdominales. Deuxième effet, c'est l'effet toxique de la nicotine sur les cellules bêta pancréatiques. Et la nicotine désensibilise les récepteurs à l'acétylcholine qui stimule la sécrétion d'insuline. Et on a donc par conséquent une réduction de la sécrétion d'insuline induite par l'acétylcholine. Enfin, un mécanisme important, c'est que la nicotine favorise directement l'insulinorésistance, puisque la nicotine va favoriser le stress oxydatif et l'inflammation cellulaire, et par ce biais-là, va favoriser la résistance à l'insuline, puisque le stress oxydatif et l'inflammation vont modifier la voie de signalisation de l'insuline et la rendre moins efficace. Que se passe-t-il lorsque l'on arrête de fumer? Et on voit que lors du sevrage tabagique, on a une augmentation transitoire du risque de diabète qui est liée à la prise de poids. On sait très bien qu'il y a une prise de poids lors de l'arrêt de l'intoxication tabagique. Et dans ce travail-là, si on a un ajustement qui est fait sur les modifications du poids, on voit que l'augmentation du risque de diabète est très transitoire au cours des 3 premières années, mais qu'après, cet effet disparaît. Et c'est donc le poids qui est responsable de cette augmentation temporaire. Mais c'est une augmentation qui est temporaire, qui n'est pas majeure, et surtout, le bénéfice de l'arrêt du tabac est largement supérieur à ce petit risque transitoire de diabète lors des 3 années qui suivent l'arrêt de l'intoxication tabagique. En résumé, on peut dire que l'intoxication tabagique est très, voire surtout trop fréquente chez les patients diabétiques, d'où l'intérêt de la prise en charge thérapeutique qui sera abordée par le professeur Durlac. Le tabagisme augmente la mortalité totale, les complications macrovasculaires et microvasculaires chez les patients diabétiques. Le tabagisme s'accompagne d'une augmentation franche du risque de diabète de type 2 dans la population générale, et ça, c'est une donnée importante. Le sevrage tabagique s'accompagne d'une augmentation temporaire du risque de diabète de type 2 via une prise de poids, mais qui disparaît rapidement après l'arrêt du tabac, et le bénéfice sur la mortalité dépasse largement le risque transitoire de diabète de type 2. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai une question sur le chat, Bruno, qui est le risque de diabète après le sevrage tabagique est-il plus important s'il existe un surpoids, voire une obésité
préexistante, donc avant sevrage? Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. C'est assez lié à la prise de poids. Il se peut tout à fait que s'il y a des mesures sont mises en place pour éviter l'accroissement de l'obésité chez un sujet fumeur obèse, le risque ne va pas s'accroître de façon majeure. Donc, il n'y a pas forcément un lien lié à l'obésité initiale. Surtout si le patient, lorsqu'il s'arrête de fumer, n'était pas diabétique. Vous pouvez vous poser vos questions en direct, puisqu'il y en a plus sur le chat si vous le souhaitez. Yvan Berlin. On ne t'entend pas, Yvan. J'ai vu deux mains qui se levaient, mais… Oui, pardon. Ça m'intrigue beaucoup d'attribuer à la nicotine les altérations négatives physiopathologiques, notamment l'insulinorésistance, parce que ces données viennent des études animales et aucun animal ne fume. Donc, non, mais c'est très important de faire la distinction en nicotine et tabac. Or, si c'était la nicotine qui entraîne l'insulinorésistance, on verrait des signaux après 30 ans de commercialisation et utilisation par des millions de personnes les substituts nicotiniques. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est très important de faire la distinction entre ce qui est attribué au tabagisme, que ça soit fumé ou non fumé, parce que même là, il y a une distinction, et ce qui est attribué à la nicotine, parce que si on dit que c'est la nicotine, dans ce cas-là, on fait des précautions d'emploi pour les substituts nicotiniques. Or, je répète, il n'y a aucun signal post-marketing avec les substituts nicotiniques, voire il y a une diminution de prise de poids à l'arrêt qu'on observe modeste, mais qu'on observe avec les substituts nicotiniques. Donc, c'est très important, à mon avis, de séparer les effets de la nicotine et les effets du tabac. Le problème est que les études physiopathologiques fumeurs chez l'homme sont peu nombreuses et on attribue dans les études cliniques, on donne la nicotine, donc les altérations sont attribuées à la nicotine. Le tabac, c'est nicotine plus plein d'autres choses. Donc, c'est important pour les praticiens. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le tabac est en effet la nicotine plus plein d'autres éléments qui ne sont pas du tout étudiés. Il y a seulement la nicotine qui a été étudiée et surtout in vitro un peu chez l'animal, mais pas chez l'homme. Donc là aussi, on n'a que des hypothèses, en particulier sur la sécrétion d'insuline. Les seules études sont des études in vitro. Donc, on est moins sûr de ça. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la sécrétion d'insuline est réduite chez les fumeurs en réponse au glucose péros. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça passe par la nicotine, ça peut passer par plein d'autres éléments, en effet. D'autres questions ou remarques? J'ai une question d'ordre général, Bruno. Comment tu t'expliques que la communauté des diabétologues soit aussi peu au fait, justement, de cet effet diabétogène, d'une part, très important que tu as décrit de la cigarette, et puis aussi du fait que c'est le premier facteur de risque de mortalité? Ouais, en fait, je pense que c'est parce que beaucoup de diabétologues se sentent mal à l'aise pour traiter cette question difficile du tabac et que c'est beaucoup plus simple de prescrire une statine pour baisser le LDL cholestérol que de commencer un dialogue avec le patient pour entraîner vers l'arrêt du tabac. Et ça, je crois que c'est vraiment ça le problème. Mais d'un autre côté, les diabétologues qui sont souvent un peu experts d'éducation thérapeutique, On n'entend plus Bruno là. Oui, on a un petit
Petite rupture de faisceau. de l'entretien motivationnel. Ah ben, Et je pense que le travail du groupe, SFD, SFT est très intéressant parce qu'il remotive un petit peu les diabétologues et la parution du consensus aussi, je pense, aura un certain poids et sa médiatisation aussi. est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres commentaires? Pour aller un petit peu dans le sens de ce que vous venez de dire par rapport à l'attitude, par rapport à ce facteur de risque, comme le disait Renaud, le problème, c'est que souvent, il y a un manque de savoir-faire. Et donc, en fait, il y a un problème de formation. Ils savent prescrire la statine, ils savent traiter l'hypertension artérielle. On leur a appris à la faculté, ils l'ont largement dans la formation continue. Et en général, je veux dire qu'il y a très peu d'enseignement initial, ou alors il est vite oublié, il n'est pas mis en pratique immédiatement, et il n'est pas répété dans la formation continue. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait peut-être faire évoluer les choses, c'est-à-dire donner un minimum de savoir-faire qui permet aux diabétologues, ou aux médecins en général d'ailleurs, pas aux diabétologues, on a un problème avec les cardiologues, les pneumologues, c'est finalement ils se trouvent un petit peu désarmés. Ils ont le sentiment quelque part que la balle est dans le camp du fumeur et pas dans leur camp eux, et que ne sachant pas faire, finalement ils font l'économie et ils se contentent de traiter les autres facteurs de risque en pensant que ça va suffire et que le patient va faire le reste. Voilà, moi je pense que c'est tout simple. En définitive, je crois que c'est un manque de formation et de confiance dans le savoir-faire. Parce qu'il y en a qui ont peut-être appris le savoir-faire, mais qui ne l'appliquent pas parce que voilà, ils pensent que c'est pas dans leur pratique. Donc, il faut pour tous les ateliers, en définitive, plus que les enseignements magistraux, les ateliers, on leur apprend de façon pragmatique comment engager un traitement, comment l'ajuster, comment le suivre. Et à ce moment-là, ils se sentent tout à fait à l'aise. C'est-à-dire que les gens qui ont fait l'expérience, qui ont fait le DU de tabacologie, mais il n'y a pas besoin de faire le DU de tabacologie, une formation courte peut suffire, va faire que finalement leur pratique du jour au lendemain va être vraiment, ils vont se dire finalement c'était aussi simple que ça. Hein, moi j'ai l'expérience avec un cardiologue qui a fait le DU, et qui dit mais avant je ne faisais rien, ou quand je faisais, je n'arrivais pas, et maintenant c'est un plaisir effectivement de voir des fumeurs parce que je me sens efficace. Oui. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires? S'il n'y en a pas, on est parfaitement dans les temps. Donc merci Bruno. Je vais enchaîner en partageant donc mon écran. Donc, dans cette première partie, je crois que Bruno Vergès vous a transmis deux messages très forts. Le premier, c'est qu'il ne faut pas devenir fumeur si on est à risque de diabète. Et je vous rappelle qu'on est à risque de diabète si on a des diabétiques dans sa famille et si on a une adiposité abdominale, qu'il s'agisse d'un surpoids abdominal ou d'une obésité abdominale. On l'est également si, quand on est une femme enceinte, on développe un diabète gestationnel. Donc ça, c'est l'enjeu de prévention primaire et c'est d'ailleurs aussi l'enjeu de la campagne de prévention, de la semaine de prévention que la FFD lance à partir de demain. Et c'est vrai qu'on se réjouit de la participation de la FFD à notre groupe de travail parce que je crois que ce n'est pas étranger aussi à l'intérêt que les patients diabétiques peuvent avoir à ce sujet qui revient un petit peu, si j'ose dire, au goût du jour et qui va faire l'objet, je pense, d'une information beaucoup plus précise et donc des démarches, on l'espère, beaucoup plus actives des soignants vis-à-vis de l'absence de tabagisme initial chez les sujets à risque de diabète. Et puis, la deuxième chose qui est le deuxième message fort, qui est que le sevrage tabagique, compte tenu de tout ce que Bruno Vergès vous a montré, est une absolue priorité chez les patients diabétiques, qu'ils soient de type 1 ou 2, en notant, avec les chiffres qu'on vous a donnés, qu'il y a malheureusement encore une grande proportion de diabétiques qui fument. Alors, je pense que la majorité des présences sont versées dans l'aide au sevrage tabagique. Donc,
Je vais passer assez vite sur des notions qui vous sont familières. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Puisque là, la question, je vais vous traiter dans les quelques minutes qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, est-ce qu'il y a des particularités chez le diabétique? Et c'est aussi l'objet de la synthèse et du consensus d'experts que nous avons publié donc fin juin et qui va sortir, puisque ça a été publié en ligne, mais ça va sortir sur papier dans Diabetes and Metabolism au début du mois de novembre. Alors, on a à notre disposition les outils habituels, les substituts nicotiniques que vous voyez ici à la droite de cette diapositive, qu'il s'agisse des patchs, des formes orales, inhaleurs, on dira un petit mot aussi de la place du vapotage. On a également deux médicaments, varénicline et bupropion, qui ont tous les deux l'AMM dans cette indication, mais malheureusement, on est dans une situation un peu complexe en ce moment. Depuis plus d'1 an maintenant, la varénicline n'est plus disponible en France. Des impuretés, en particulier des dérivés nitrosaminiques, ont été détectés dans la molécule de varénicline, et donc le médicament n'est plus disponible sur le marché, en France et d'ailleurs ailleurs dans le monde. Et ça n'est pas faute des efforts de la SFT, et en particulier ceux d'Yvan Berlin, pour essayer d'obtenir des génériqueurs qu'on puisse de nouveau bénéficier de ce médicament qui est tout à fait intéressant dans le sevrage tabagique, mais dans l'état actuel, plus de varénicline disponible. Le bupropion, très peu prescrit, non remboursé. À titre personnel, ce n'est pas mon ami, je ne suggère pas de le prescrire vu que c'est un dérivé amphétaminique. Néanmoins, il a l'AMM et il peut être envisagé actuellement, ce qui malheureusement n'est pas le cas de la varénicline. Donc, combinés aux substituts nicotiniques, ce sont bien sûr des thérapies psychocomportementales au sens large, qui va de la simple relation, je dirais, empathique jusqu'au TCC, pour lesquels un certain nombre d'entre nous sont formés. Alors, est-ce que les traitements qui sont à notre disposition ont été étudiés chez les diabétiques? Malheureusement, assez peu. Et cette méta-analyse de Nagrebetsky, qui a été publiée en 2014, en faisait l'inventaire. Vous voyez qu'entre 1988 et 2013, il y a eu quelques publications. Et je peux citer, pour exemple, celle de Kanga, qui a été publiée en 2000, et qui évaluait chez 280 diabétiques de type 2 fumeurs une intervention personnalisée. Il s'agissait de l'association d'un entretien avec une infirmière tabacologue qui avait la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques et puis de suivre de manière active les patients diabétiques avec des contacts téléphoniques, des courriers, éventuellement des visites. Puis ceci était comparé à un groupe contrôle qui était le soin habituel avec le simple conseil d'arrêt qui était prodigué par le médecin traitant. Et bien au 6e mois de ces études, avec des vérifications par cotinine urinaire, on voyait qu'il y avait significativement plus de patients diabétiques sevrés, ici 17%, versus 2,3% dans le groupe contrôle. Donc ceci, même s'il y a bien sûr des discussions sur la méthodologie, tendait à montrer que l'intervention dont on a l'habitude, les patients non diabétiques, avait son efficacité chez les patients diabétiques ici de type 2. Donc, il y a eu quelques études de ce type, reprises dans l'analyse de Nagrebetsky que je vous ai montré tout à l'heure, puis très peu chez les diabétiques de type 1. Et ceci a amené le groupe à proposer un concept assez simple. On a peu d'éléments documentés, mais en tout cas, on estime qu'appliquer les mêmes principes d'aide au sevrage tabagique, en particulier dans les interventions pharmacologiques par les substituts nicotiniques. Alors, malgré son absence, qu'en est-il de la varénicline, qui est un médicament qu'on peut placer, même si ce n'est pas le cas des recos de 2014, au même niveau dans notre pratique, enfin jusqu'à il y a 1 an, dans l'aide au sevrage tabagique et tout particulièrement chez les diabétiques. Eh bien, Tonstad, dans un papier de 2017, a regroupé les études, souvent des sous-groupes d'autres études concernant l'utilisation de la varénicline chez les patients diabétiques. Il y en avait 323. Et vous voyez là aussi que si on se projette après une phase
de traitement actif par la varénicline à 12 mois, eh bien là, on a un résultat qui est significatif en faveur du traitement pharmacologique, plus de 18% d'abstinents, alors qu'il y en avait seulement 10 dans le groupe placebo. Les effets secondaires étaient ceux dont on avait l'habitude avec la varénicline et que vous connaissez, sur lesquels je ne reviendrai pas. Et ce qu'on pouvait noter, c'était que la prise de poids, sur lequel je vais revenir dès après, était plutôt moins importante chez les sujets sous varénicline. Donc, dans cette perspective, l'utilisation de la varénicline chez les diabétiques peut également être parfaitement envisagée, mais dans la mesure où, bien évidemment, on aura la molécule à notre disposition, ce qui n'est malheureusement plus le cas. Alors, le poids. Bruno l'a déjà largement évoqué. Bon, on le sait, et ça a été bien documenté dans la méta-analyse d'Henri-Jean Aubin en 2012, est fréquent dans le contexte du sevrage tabagique. On est bien d'accord, il s'agit de retrouver le poids que j'aurais si je n'étais pas fumeur, la plupart des cas. Et même sur la balance objective, 4 à 5 kilos supplémentaires dans les 3 à 6 mois qui suivent le sevrage, c'est quand même un point qu'il est important d'avoir à l'esprit. L'autre point important, c'est que les fumeurs, bien que de poids plus faible en moyenne que les non-fumeurs, ont plus de tissu adipeux abdominal et donc, a priori, plus de, entre guillemets, mauvaise graisse, celle qui fait le lit du syndrome métabolique. Alors, donc ça, c'est une réalité à laquelle il faut se confronter, en particulier dans les équipes de diabétologie, mais qui sont très habituées à gérer la question de la prise de poids, et ils ne cessent de parler du poids, en particulier avec les diabétiques de type 2, mais aussi avec les diabétiques de type 1. Le point sur lequel il faut aussi attirer, je pense, l'attention des patients, c'est que la prise de poids, elle n'est pas inéluctable. Et dans cette méta-analyse, il apparaît que 16% des patients, tout venant ici, ne prennent pas de poids, voire même certains en perdent. Et on le sait, c'est ceux qui sont bien substitués, ceux qui investissent l'activité physique, mais c'est une information importante à leur donner parce que les diabétiques sont très préoccupés de cette prise de poids et que c'est très clairement un facteur limitant au sevrage, plus particulièrement chez les diabétiques. Et puis malheureusement, image en miroir, il y a l'ordre de 13% des patients qui, eux, vont prendre plus de poids. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre en charge des obèses, qu'ils soient diabétiques ou non, c'est qu'on peut trouver dans la genèse d'une obésité un ou des sevrages tabagiques itératifs. Donc, c'est une vraie question. Et comme Bruno l'avait évoqué, donc je vais passer rapidement sur cet élément, il faut rappeler que le fumeur a un poids qui est plus faible que le non-fumeur, mais que son adiposité est une adiposité diabétogène, ainsi qu'en témoigne le tour de taille, le rapport taille sur hanche, ici évalué dans cette étude maintenant ancienne, puisqu'elle remonte à 1991. Alors, on a essayé de déterminer des facteurs de risque de la prise de poids. Bon, je vous les livre comme tels. Il s'agit plus volontiers de fumeurs de moins de 55 ans qui fument moins de 15 cigarettes par jour. Ce sont plus des femmes qui sont en restriction calorique et qui ont des fluctuations pondérales, donc un phénomène de yo-yo, et des sujets qui ont un statut socio-économique bas, comme c'est souvent le cas des fumeurs, avec une sédentarité qui est souvent marquée. Ce contexte du poids et du tabagisme, c'est aussi se confronter à un certain nombre d'idées reçues qui avaient été évaluées de manière intéressante dans cette étude déjà relativement ancienne, 2005, de R. Jossu, et qui avait ici reproduit les verbatims par rapport à leur perception du tabagisme et du lien que ça pouvait avoir avec le poids. Je vous les reprends comme tels. Fumer aide à contrôler l'appétit. Ce n'est pas faux, hein, puisque on sait qu'il y a un effet anorexigène de la cigarette. Et donc, conclusion là, qui est clairement erronée, mieux vaut fumer que de grignoter toute la journée. Nous avons maintenant bien en tête que fumer, c'est le premier facteur de mortalité du diabétique.
Et tout ça dans une perspective de la crainte d'un gain de poids, mais qui est une réalité. Également évoqué par des patients diabétiques, fumer calme mes nerfs et m'aide à me sentir moins déprimé. Alors ça, ce n'est pas spécifique, on va dire, aux patients diabétiques, sauf qu'il y a très probablement plus de sujets déprimés parmi les diabétiques. Ça, c'est un point qu'on a essayé de creuser dans le groupe de travail. Et cette boucle particulière de la maladie chronique, de la dépression et du tabagisme est une question sensible, qui fait qu'on peut penser que les diabétiques ont une certaine forme d'automédication par la cigarette, pensant que ça les aide à gérer le stress, voire même la dépression, ce qui est évidemment une mauvaise manière d'aborder la question de la dépression et du stress. Donc, il faut se confronter à ces questions-là dans nos équipes, dans les équipes diabétologiques qui sont pluriprofessionnelles comme les équipes tabacologiques. C'est bien que la diapo veuille passer. Alors maintenant, il y a bien sûr cet écueil de la prise de poids, mais les bénéfices, Bruno l'a évoqué par rapport au fait de la régression du risque de devenir diabétique, mais si on se confronte à la question du patient diabétique fumeur, eh bien, toute une série d'études montrent maintenant de manière tout à fait claire que le bénéfice en termes de sevrage tabagique chez les diabétiques, en termes de réduction de la mortalité, réduction des complications cardiovasculaires, est bien supérieur à l'inconvénient que représente cette prise de poids, même si celle-ci peut être délétère, inconfortable pour les patients ou source de déséquilibre glycémique. Et vous voyez ici que, quelle que soit l'importance de la perte de poids, de la prise de poids, qui est donc fréquente au moment du sevrage, ici une prise de poids neutre, puis toujours plus importante, eh bien, la mortalité cardiovasculaire va clairement régresser, et il en est de même pour la mortalité totale. Donc, ce message est excessivement important, c'est-à-dire que, de toute façon, le bénéfice absolu de l'arrêt du tabac est majeur, tant en termes cardiovasculaires qu'en termes de mortalité totale, alors qu'on doit pouvoir gérer la question de la prise éventuelle de poids, dont on a vu qu'elle est fréquente, mais elle n'est pas obligatoire chez l'ensemble des patients diabétiques. Alors, il y a une étude que les diabétologues aiment beaucoup parce qu'elle est d'une grande élégance, c'est l'étude Steno. L'étude Steno, elle avait débuté en 1998 à Copenhague, dans la clinique Steno, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et son principe était assez simple. Le principe, c'était de dire, voilà, on prend des diabétiques de type 2 lambda et ils sont suivis par leur médecin traitant, comme à l'habitude et en fonction des connaissances qu'ils ont de la prise en charge du diabète. C'est le groupe contrôle. Et puis, on va essayer dans cette clinique diabétologique, qui est en fait un hôpital de jour, comme on en trouve partout dans le monde, de contrôler la diététique, les chiffres de tension artérielle, le LDL cholestérol, utiliser des antiagrégants plaquettaires si nécessaire. Donc, proposer une prise en charge globale. Et une première publication a été faite à 8 ans, puis une autre à 12 ans. Mais ce que vous pouvez noter sur les deux courbes qui sont à gauche, c'est qu'en termes de mortalité cardiovasculaire, il s'agit du diagramme du bas, eh bien, vous voyez que les courbes se séparent très, très vite. Prendre en charge chez le diabétique de type 2 l'ensemble de ces facteurs de risque, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ça aboutit à une réduction des événements cardiovasculaires et à terme de la mortalité cardiovasculaire, et que cet effet est spectaculaire et rapide. Donc, c'est un message très important. En ce qui concerne la mortalité totale, c'est le diagramme qui est juste au-dessus. Vous voyez qu'il faut quand même attendre près de 8 ans, c'est logique, mais les courbes se séparent également, et vous voyez que cette séparation se maintient au fil du temps. Et la publication que je vous montre ici, c'est une publication qui a été faite en 2016, à 21 ans de l'intervention initiale. Et après 12 ans, on laissait les patients en ouvert, ils étaient pris en charge comme ils étaient pris en charge. Ça voulait aussi dire que
la marque de cette prise en charge précoce des facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels du diabétique de type 2, en plus, bien évidemment, de la glycémie, eh bien, avait un effet sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale. Mais qu'en était-il du tabac, responsable avec les lipides de plus de 70% des événements présentés par ces patients? Eh bien, j'ai eu l'avantage de pouvoir en discuter avec Peter Gade, qui était le coordonnateur de cette étude et qui est un cardiologue, qui n'est pas un diabétologue. Et j'avais cherché dans les études sténo traces de la mention de l'intervention sur le tabagisme et je n'avais pas trouvé. Et si vous reprenez les études, vous verrez que vous ne les trouverez pas. Ben, pourquoi est-ce qu'on ne les trouve pas? Ben, c'est que tout simplement, dans la clinique diabétologique sténo qui a fait cette magnifique étude, eh ben, on ne savait pas gérer le sevrage tabagique. Et Peter Gade l'a admis, un peu penaud, mais clairement, c'était une composante de la prise en charge globale de ces patients diabétiques qui n'était pas correctement assumée. Quand on sait ce que Bruno nous a dit, que c'est le premier facteur de mortalité, que c'est un facteur majeur de mortalité cardiovasculaire du cancer, ici, je ne vous donne pas les résultats aussi très bénéfiques sur la microangiopathie, en particulier la rétinopathie et la neuropathie, elle-même affectée par le tabagisme. Imaginez seulement le bénéfice produit chez ces patients diabétiques qui sont des diabétiques tout venant, avec une étude qui est menée avec 110 patients par bras. Et donc, vous imaginez l'efficacité de l'intervention pour un si petit nombre de patients. Imaginez seulement la qualité et le bénéfice supplémentaire qui aurait été celui-là pour les 20% puisque c'est la moyenne dans le monde, de patients fumeurs diabétiques de type 2 qui étaient dans cette cohorte. Ce n'était pas le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a une forte ambition dans notre groupe qui a travaillé d'arrache-pied dans les 2 dernières années, même 2 années et demie largement, pour faire passer ce message et surtout pour aider les soignants, qu'ils soient de l'environnement diabétologique, mais qu'ils soient tabacologues, qu'ils soient médecins généralistes. Il faut rappeler que les médecins généralistes soignent la majorité des diabétiques de type 2 pour simplement prendre en considération ce facteur tabac et simplement aider les patients diabétiques à ne pas fumer et s'ils fument, à s'arrêter de fumer dès que possible. Et c'est possible, comme le rappelait Daniel Thomas, ce n'est pas quelque chose de très complexe, mais il faut pour ça qu'ils y soient sensibilisés et qu'ils s'en sentent capables. Si on a un petit peu de temps, d'ailleurs, je vous montrerai des sondages qu'on a fait auprès à la fois des tabacologues et des diabétologues pour montrer que, en particulier les diabétologues, ne se sentent pas capables ni disponibles pour ce genre d'activité d'aide au sevrage tabagique. Alors, un petit mot de la VAB, parce que la VAB, c'est tendance, ça alimente nos débats en interne de manière énergique, dirons-nous. Qu'en est-il? On a mis une petite place parce qu'on sait que, même s'il y a des controverses sur l'innocuité, sur le moyen ou long terme de l'utilisation de la vapoteuse, ça peut être au moins chez les praticiens tabacologues un outil utile permettant en particulier d'apporter de la nicotine dans le e-liquide, donc associé à un patch, ça peut être un moyen de substitution nicotinique intéressant. Vous le verrez puisque je vous montrerai la synthèse des données de consensus. Donc, on laisse une petite place, mais bien évidemment avec prudence, puisqu'il n'y a quasiment aucune donnée publiée sur le sujet. Ce qu'il y a quand même, et je voulais attirer votre attention sur cette publication parce qu'elle a l'avantage du nombre, certainement pas de la qualité méthodologique. C'est un papier qui a été publié dans l'American Journal of Preventive Medicine il y a quelques mois, en 2022. Et vous voyez que son objet, c'était l'association entre l'utilisation de la e-cigarette, donc de la vapoteuse, et le risque de prédiabète. Alors, sa particularité, c'est qu'elle portait sur une cohorte de patients énorme, puisqu'il y en avait 600 000. Je ne vous la détaillerai pas, mais sur des bases qui sont fragiles sur le plan méthodologique, puisque le diagnostic de prédiabète était posé par l'interrogatoire. Pas un chiffre de glycémie, pas un chiffre d'HbA1c, et aucune information sur ce qu'il y avait dans les liquides. Et à partir de là, les auteurs un peu présomptueux, me semble-t-il,
conclut, sur les bases de données d'interrogatoire, qu'il y a un surcroît de risque de prédiabète, sans vraiment expliquer pourquoi, chez les utilisateurs de cigarettes électroniques, donc chez les vapoteurs. Donc, question ouverte qui, je pense, alimentera la discussion très large que nous avons sur bien d'autres aspects du vapotage. Alors, en m'excusant sur le côté d'abord anglophone et puis un peu chargé de cette diapositive, on a essayé de résumer dans notre article, donc récemment publié, les points qui nous paraissaient importants pour la suite, en apportant un niveau de gradation qui est celui qui est utilisé par l'HAS. Soyons clairs, il ne s'agit pas de recommandations, il s'agit d'un consensus d'experts. Pour qu'il y ait des recommandations, ce qu'on peut tout à fait souhaiter sur ce sujet-là, il faut que l'HAS se saisisse du sujet. Mais néanmoins, résumé ici, et que je ne vous lirai pas dans son détail, nous insistons très fermement sur le fait que les professionnels de santé doivent être vigilants sur la question du tabagisme chez les diabétiques, sensibiliser les patients diabétiques à son risque et proposer, dès qu'ils sont en contact avec un diabétique fumeur, une prise en charge thérapeutique et une démarche de sevrage. Il y a un risque tout particulier chez les femmes diabétiques. On a parlé du diabète gestationnel, même favorisé par le tabagisme, et toute une série de complications qui, bien sûr, existent chez la femme non diabétique, mais qui sont particulièrement sensibles chez la femme diabétique fumeuse. Il y a même, et ça c'est l'objet d'un article spécifique de Carole Claire et de Blandine Tramunt, issus du groupe, probablement peut-être des manières particulières de gérer le sevrage tabagique chez les femmes. Ceci fera l'objet d'une publication, nous l'espérons, dans les semaines à venir dans le Canadian Journal of Cardiology. Il faut être vigilant si on a affaire à un diabétique fumeur à l'équilibre glycémique. On est toujours vigilant à l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques, mais il faut savoir que l'équilibre glycémique, il est de moins bonne qualité. Il y a plus de fluctuations glycémiques, il y a plus d'hypoglycémie, en particulier chez les diabétiques de type 1. Et donc, c'est un sujet de préoccupation supplémentaire, en plus de tous les risques qu'on a pu décrire chez les patients diabétiques. Après, il nous apparaît clairement que l'utilisation de la pharmacologie ainsi que des thérapies psychocomportementales, comme on le fait chez le sujet non diabétique, ont tout leur rationnel, même si leur niveau de preuve n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas eu assez d'études faites sur le sujet, mais qu'on doit ne pas hésiter à le faire pendant une période de 3 mois au moins, parfois plus si c'est nécessaire, qu'il faut donc dans les équipes qui sont les nôtres, s'il s'agit d'équipes de diabétologie, avoir une personne référente, une personne formée, et pas seulement des vœux pieux ou des bonnes paroles, ou même une petite carte pour donner les coordonnées de la structure d'aide au sevrage. Enfin, comme vous le voyez à la fin, quelques mots sur le vapotage, qui peut être admis dans un temps limité, mais pour lequel le niveau de preuve reste très faible. Alors ceci, et ça m'amène à ma conclusion pour qu'on ait quelques minutes pour discuter, c'est justement le sondage qu'on avait fait chez les tabacologues. Au final, il y avait 95... Désolé, je n'ai pas compris. Mon téléphone se met à marcher tout seul. Donc, on a interviewé 95 tabacologues de la SFT, et je remercie, il y en a peut-être dans l'auditoire qui ont accepté de répondre. C'était majoritairement des femmes qui travaillaient en milieu hospitalier, qui avaient pour 45% plus de 15 ans d'exercice, médecins pour la majorité, mais aussi infirmières ou sages-femmes. Et on voulait un petit peu avoir une idée sur leur connaissance sur le sujet. Beaucoup savaient que le tabagisme était diabétogène et qui participait à la détérioration de l'équilibre glycémique. Vous voyez, 86%. Une majorité aussi savait qu'il y avait un lien entre le tabac et la mortalité. La macroangiopathie, moins vis-à-vis de la microangiopathie, c'est-à-dire les atteintes rénales ou rétiniennes.
Pour beaucoup, le fait d'avoir à gérer un patient diabétique, c'était aussi avoir à demander, dans la perspective du sevrage tabagique, un avis diabétologique, donc une certaine difficulté ou crainte du tabacologue vis-à-vis des équilibres glycémiques qui pourraient être induits en particulier par la prise de poids. Les tabacologues utilisaient majoritairement les substituts nicotiniques, vous le voyez, 69%, et à l'époque, on l'avait encore, la varénicline. Vous voyez que le vapotage était très largement utilisé. En ce qui concerne le circuit entre diabétologue et tabacologue, le diabétologue envoyait peu vers le tabacologue, alors que le tabacologue avait plus tendance à envoyer vers le diabétologue sur les motifs que j'évoquais tout à l'heure. Dans les remarques générales qui étaient faites par les tabacologues, il était dit qu'ils considéraient que le diabétique avait déjà beaucoup de contraintes et était préoccupé par la prise de poids, ce qui rendait du coup la prise en charge sans doute et le sevrage plus délicat. Et la conclusion de cette étude, qui est actuellement en cours d'analyse, c'est Yvan qui pilote l'analyse de ces données, tant chez les tabacologues que chez les diabétologues, que nous présenterons au prochain congrès de la Société francophone de diabétologie à Montpellier. Mais on retrouve à la fois chez les tabacologues comme chez les diabétologues un intérêt, et je pense que c'est un point très important vis-à-vis de formation dans le domaine de l'aide au sevrage tabagique, très spécifiquement chez les diabétiques. Là, c'est pour le tabacologue, et c'est éventuellement pour son équipe, parce que ça peut concerner bien sûr les infirmières, les tabacologues, les diététiciennes, les psychologues. Conclusion, et je reprends très largement les conclusions de Bruno, j'espère qu'on vous a bien montré que le tabagisme favorisait l'insulinorésistance, le diabète de type 2 et ses complications, plus particulièrement la mortalité, mais aussi les complications macro- et micro-angiopathiques. Qu'il était important de ne pas devenir fumeur lorsqu'on était à risque de diabète de type 2 et qu'il fallait rechercher systématiquement le diabète de type 2 chez les fumeurs dans la mesure où il présentait des facteurs de risque de diabète. Les femmes diabétiques, on l'a vu, doivent être un sujet de réelle préoccupation, tant elles sont exposées à un risque particulier et qu'elles paient un lourd tribut au tabagisme, tant sur le plan macrovasculaire que dans le déroulé de leur grossesse. On sait que les bénéfices de l'arrêt du tabac sont majeurs chez le diabétique, malgré une prise de poids fréquente, mais on voit que cette prise de sang, elle peut être gérée, que les inconvénients de la prise de poids sont mineurs par rapport à l'intérêt majeur du sevrage. Donc, la prise en charge du sevrage tabagique doit être systématiquement incluse dans les soins donnés aux diabétiques, et ce, le plus précocement possible, afin d'éviter une dégradation de la qualité de vie, et puis tout simplement d'éviter que nos patients diabétiques décèdent, ce qui n'est pas anecdotique, évidemment. Donc, je pourrais aussi, en guise de conclusion, prendre cet adage de M. Pan, si l'association entre le tabagisme et le diabète de type 2 est causale, et on a des arguments forts pour, même si ce n'est pas la seule cause, les efforts de santé publique qui sont orientés vers la réduction du tabagisme devraient avoir un impact substantiel sur la pandémie mondiale de diabète de type 2. Et c'est donc là-dessus que je vais m'arrêter, sachant qu'il nous reste 3-4 minutes pour des questions que vous avez peut-être, et je suis à votre écoute à ce sujet. Oui, bonjour, c'est Annelance Le Faou. Alors, bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. Simplement, c'est vrai que tu mentionnais donc le bupropion comme ayant potentiellement plutôt contre-indiqué chez les diabétiques. Mais en l'absence de varénicline, je me posais la question de la prescription. J'avais lu une analyse secondaire donc de Eagles qui s'intéressait aux patients, aux personnes qui avaient des maladies liées à la consommation de tabac, dont le diabète. Et ces patients qui avaient des comorbidités, si on ne leur donnait
pas de traitement pharmacologique pour arrêter de fumer. Ils avaient des taux de sevrage extrêmement bas, par rapport à ce qui était observé pour les autres maladies, comparable au placebo. Et la question, même si dans cette étude, la varénicline était le médicament le plus efficace, si à dose prescrite pour le sevrage tabagique, ça ne pouvait pas quand même être une aide précieuse compte tenu des faibles taux de sevrage observés dans cette analyse secondaire. Oui, alors peut-être que je me suis mal exprimé. Hein, je n'ai pas dit qu'il y avait une contre-indication à l'utilisation du bupropion chez les diabétiques. J'ai simplement rappelé que c'est un médicament qui n'était pas remboursé en France et qui était peu prescrit et que c'était un dérivé amphétaminique. C'est une raison pour laquelle, à titre personnel, je ne suis pas un fan de la prescription et je ne recommande pas, pour être clair, la prescription du bupropion. Mais tu as tout à fait raison. D'abord, il faut rappeler qu'il a l'AMM pour le sevrage tabagique. Tout à fait. Voilà, et que les pharmacologues et ceux qui font de la pharmacovigilance nous ont bien précisé qu'il n'y avait pas eu de signaux dans le contexte du sevrage tabagique qui pouvaient être en rapport avec des effets comme ceux qu'on a décrits avec les amphétamines, qui sont en particulier les hypertensions artérielles pulmonaires, les sténoses valvulaires pulmonaires. Donc, rien ne s'oppose à l'utilisation du bupropion, mais avec les limites qu'on a décrites là. Et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, mais c'est le cas de l'essentiel de la littérature sur la pharmacologie du sevrage tabagique chez le diabétique, c'est qu'il y a très très peu de données spécifiques Tout à fait. sur bupropion et diabète, comme tu le sais, puisqu'on a travaillé ensemble sur le sujet dans le groupe. Au demeurant, il n'y a pas de contre-indication. Donc, je pense que c'est important que tu reprécises cet élément-là. Moi, c'était parce que c'était aussi écrit par Verena Tolstadt, qui travaille quand même sur le sujet tabac et diabète. Mais évidemment, il n'y a pas d'essai randomisé spécifiquement. Là, il s'agit juste d'une analyse secondaire. Voilà. En plus, comme on l'a évoqué, comme actuellement on est orphelin de la varénicline, on est quand même bien embêté, très clairement. Et c'est vrai qu'en dehors des substituts nicotiniques, et pour peu que pour une raison X, les patients ne tolèrent pas les substituts nicotiniques, ce qui peut se produire, il nous reste la prise en charge psychocomportementale et le bupropion dans l'état actuel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Oui, c'est Yvan. Oui, Yvan. Justement, le bupropion, donc, il a un avantage quand même, s'il n'y a pas de contre-indication, que c'est notre traitement parmi les trois qui antagonise le plus de prise de poids après l'arrêt. Donc, c'est clair que étant d'origine amphétaminique, c'est un vieux médicament. Donc, ça antagonise la prise de poids, ça diminue l'appétit. Et en particulier chez les diabétiques type 2 en surcharge pondérale, ça peut être un très bon outil thérapeutique. Et s'il y a, mettons, une dépression sous-clinique ou qui n'est pas traitée, qui peut venir ou de suite de sevrage ou associé à un diabète de type 2, en général, ces troubles de l'humeur ne sont pas pris en charge. Hein. Ce n'est pas considéré comme une dépression majeure. Ça va chez le diabétologue et pas chez le psychiatre. Donc, il peut y avoir un double avantage, surtout dans cette population spécifique de diabétiques de type 2, de prescrire le bupropion. Donc, même peut-être plus intéressant que les substituts nicotiniques actuellement. Bon, c'est de raisonnement. Je n'ai pas de données publiées ou des essais thérapeutiques, mais quand on n'en a pas de données, on essaye de raisonner pour un peu avancer. Oui, tout à fait. Je pense que ce sont des points qui sont tout à fait pertinents. Maintenant,
Maintenant, on ne peut pas perdre de vue qu'actuellement, l'absence de remboursement est aussi un facteur limitant et qu'il y a quand même très peu de prescriptions de bupropion de façon globale, hein, en particulier en France. Oui. Il est 20h04, chers amis. Est-ce que vous avez une dernière question brûlante? Eh bien, écoutez, si tel n'est pas le cas, je pense que c'est le début d'une aventure intéressante qui commence, que le sujet est un sujet important pour les patients diabétiques, qu'on soit diabétologue, qu'on soit tabacologue, qu'on soit tout simplement praticien et dans le soin. Bruno Vergès et moi-même vous remercions d'avoir été présents. Et puis, je pense qu'on doit continuer à travailler sur ce sujet. Il y aura d'autres publications, et en particulier des publications en français issues du groupe, en particulier dans le BEH en novembre prochain. Et il y aura également un numéro particulier de la revue 3M qui sera rédigé également en français. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir.